L'actualité cinématographique avec le film Arrêtez-moi avait mis en lumière la violence conjugale. C'est un thème un petit peu délicat et douloureux que dans Vie de famille, nous allons aborder aujourd'hui et pour lequel j'accueille à mes côtés Marie-Claude Gégan, qui est chargée de mission du pôle violence conjugale, accompagnée d'Alice Lévy, qui est chargée de développement et de communication, toujours de ce pôle violence conjugale. Bonjour à vous deux. De l'association Réseau. De l'association Réseau, dont nous parlerons en fin d'entretien. On dit qu'en moyenne, une femme décède tous les 3 jours et un homme tous les 15 jours. Alors du cinéma, une conférence de presse que vous aviez donnée, est-ce que la violence conjugale sort du silence aujourd'hui, Madame Gégan? Elle sort du silence quand on arrive à en parler, quand on arrive à dire qu'une femme sur 10, par exemple, en France aujourd'hui, vit une situation de violence conjugale. Et Peut-être vous voulez repréciser qu'est-ce que la violence conjugale? Et oui, c'est important de repréciser de quoi on parle quand on parle de violence conjugale. À une époque, on ne parlait que de femmes battues et de coups, donc des choses qui se voyaient sur le corps. Et au fil des années, on a détecté des violences psychologiques qui sont présentes bien avant les violences physiques et qui ont un impact aussi sur les victimes aussi gravement que les violences physiques. Oui, aussi destructeurs. Aussi destructeurs, aussi dans le long terme, une personne qui vit sans arrêt une violence psychologique. Quand on parle de violence psychologique, c'est des violences verbales, des insultes, du rabaissement, du dénigrement, des reproches, de l'humiliation, une non-reconnaissance de l'autre. L'autre n'est pas considéré comme quelqu'un qui peut avoir une idée, qui peut proposer des choses. Et en fait, la personne en question est niée par l'auteur de violence. Et comment se met en place alors cette violence conjugale? Au fil du temps, de façon très, je dirais, invisible au début. C'est parfois des choses que les personnes ont vécues dans leur famille et qui n'a pas été repéré comme quelque chose de dangereux, comme une situation anormale. Ça n'a pas été parlé comme une situation anormale. C'est pas vécu comme quelque chose de toxique en fait par la personne? Non, on a survécu. Une victime de violence conjugale, qu'elle soit victime directe comme la femme. On parle des femmes bien entendu. On parle des femmes parce que c'est la grande majorité des situations de violence conjugale. Les femmes sont victimes. Certains hommes peuvent être aussi victimes. Mais vous, là, dans votre association Réseau, vous êtes sur les femmes. C'est c'est le thème que nous abordons ce soir. Voilà. Je tiens à préciser qu'il y a des violences. Voilà, mais il faut quand même le dire parce que c'est la deuxième question qu'on nous pose quand on parle des hommes. Et les hommes alors, ils ne sont pas victimes Oui, les femmes aussi peuvent être auteurs de violences à travers les mêmes discours, à travers des comportements, en rabaissant l'autre, en lui disant qu'il réussit rien, qu'il sait rien faire, enfin voilà. C'est de la violence psychologique. Est-ce que c'est le fait de quelqu'un de pervers? Ça peut être, mais ça n'est pas... Non. C'est pas systématiquement une situation de perversion, de perversité. Mais on peut la trouver et les femmes qui sont confrontées à des auteurs de violence de ce type-là vivent des grosses difficultés dans la suite des événements quand elles commencent à se séparer parce que souvent ces personnes auteurs de violence sont des personnes qui savent se montrer à l'extérieur dans la société sous un jour très agréable, voire gentil. Mon Dieu, comme tu as de la chance d'avoir un tel mari. Il rend service aux copains, donc tout va bien. À l'extérieur, tout se passe très bien. Et quand il rentre à la maison, c'est un autre homme qui maltraite ou qui... psychologiquement ou physiquement d'ailleurs, la femme, les enfants, enfin voilà, ça a des conséquences sur le vécu du quotidien. Et donc les victimes sont prises dans cet engrenage. On appelle ça de l'emprise. Pourquoi ? Parce que ça commence avec
une insinuation, bah, ça serait mieux que tu mettes un pantalon plutôt qu'une jupe, regarde cette jupe, et puis ça dégénère, et puis tu sais bien que j'aime pas que tu mettes une jupe, cette jupe-là surtout, il n'en est pas question. Alors, d'une proposition, on sent tout de suite la façon de passer à une obligation. Et donc l'emprise, c'est ça. Et comme dans un couple, on a envie que tout marche bien, donc la victime va s'adapter à la situation pour que tout se passe bien. Et quand on commence à s'adapter à une situation et à dire que bon, ben voilà, pour lui faire plaisir, je fais ci, je fais là, bien sûr, on peut faire des choses pour faire plaisir jusqu'à un certain point. Sans se nier, comme vous disiez. Sans se nier. Et à partir du moment où la personne ne se retrouve pas dans ce qu'elle peut agir dans sa vie, eh ben, elle commence à perdre confiance en elle, à se dire mais oui, ce qu'il dit c'est vrai, c'est lui qui a raison et moi je sais pas. Elle rentre dans la confusion parce qu'elle perd l'habitude de faire référence à ses propres positionnements. Et ses propres compétences, finalement. Bien sûr, elle nie ses propres compétences puisqu'on les lui nie au quotidien, elle finit par le croire. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'est un cycle très organisé qui se met en place. C'est quelque chose de très... Oui. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, avec les difficultés que les gens rencontrent dans leur vie professionnelle ou les pressions, est-ce qu'on sent que ça a une répercussion sur la vie à la maison et peut-être la montée de situations comme ça? On peut dire, et on le constate. Vous le constatez aujourd'hui? Dans les situations difficiles, si vous voulez, le pourcentage, quand on regarde les catégories socio-professionnelles des victimes de violences, on constate qu'on est autour de 10%, puisqu'on disait une femme sur 10 vit cette situation. Et quand on regarde les catégories socio-professionnelles des gens qui ont des difficultés sociales, évidemment le pourcentage est un peu plus élevé. Voilà, un peu plus bas chez certains. Et les 2 pourcentages les plus élevés sont dans le milieu des jeunes, les jeunes étudiantes. Et certaines catégories en difficulté sociale. Alors comment ça se manifeste chez les jeunes étudiantes? Comme pour les autres. Mais qui sont en couple ou... Oui, qui vivent une situation de couple. Puisque violence conjugale, on parle des situations de couple. Oui, donc il y a déjà des jeunes étudiantes en couple. Bien sûr. Et comment se fait-il que déjà si jeune, il y ait déjà ça? C'est difficile de faire des grandes généralités, mais en général, enfin voilà, on peut parler quand même d'une accoutumance à un certain comportement, sans percevoir que ce comportement, à leur égard, est quelque chose de nocif. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce que bon, on parle de l'alcoolisme des jeunes ou des drogues, est-ce que vous pensez que ces substances peuvent aussi, la prise en tout cas de ces substances, peuvent entraîner ça? Bien sûr. Vous le rencontrez? Disons qu'elles désinhibent, ces substances-là désinhibent la personne, donc elle va passer à l'acte beaucoup plus facilement. Mais si vous regardez un peu l'histoire de notre société, ne serait-ce que depuis la Révolution, on constate une domination masculine dans les siècles qui sont passés. Avant, c'était l'homme qui avait le droit de tout faire et la femme n'avait qu'à se tenir bien pour bien faire plaisir à son mari. On peut trouver sur Internet le petit manuel d'éducation des filles dans les années 60. C'était vraiment exactement au service de l'homme. La femme s'oubliait au service du bien-être de l'homme qui allait travailler, qui revenait à la maison et pour lequel il fallait tout faire. Donc ça, on est issu de cette société-là, où l'homme a une position sociale reconnue. Et la femme qui travaille aujourd'hui ne fait pas évoluer cette si, pensée. Bien sûr, heureusement. Les jeunes aujourd'hui ont évolué. Il y a certains couples qui ont bien bousculé toutes ces idées construites du rôle de l'homme et du rôle de la femme. Ça a bougé, heureusement. Il y a des jeunes qui sont plus dans une réflexion sur qu'est-ce qu'on attend d'un couple, qui est-ce qui élève les enfants, ou comment on s'y prend ensemble pour élever les enfants, ou pour se répartir les tâches ménagères. Heureusement. Mais ce n'est pas la majorité des cas, ce n'est pas toujours la même chose. Et donc, vous disiez les jeunes, et l'autre cible qui est... les difficultés sociales mettent en exergue... une façon de gérer les problèmes, et c'est vrai que l'alcool, comme vous disiez, ça désinhibe, donc ça fait passer à l'acte plus facilement. Mais il n'y a pas que dans les situations difficiles que les gens prennent de l'alcool pour se désinhiber. Bien sûr. On trouve dans ces
catégorie d'auteurs et de victimes, toutes les couches de la société, même les gens très intelligents, avec des situations sociales, des gens qui ont étudié, des profs d'université, des médecins, voilà. Toutes les catégories sociales sont malheureusement représentées. C'est pas uniquement des difficultés sociales qui font que ce comportement existe dans notre société. Oui, donc on sort du cliché, la pauvreté, oui, bien sûr, le mari qui boit et qui... Bien sûr. On est complètement là-dedans, on n'est plus du tout là-dedans. Non, vraiment. Comme vous disiez, on n'est plus que dans les coups non plus. Non. C'est peut-être celle qui se voit le plus, parce que quand on n'a pas d'argent et qu'on cherche à changer la situation, et ben les femmes ont tendance à se faire aider pour sortir de là. Si on a de l'argent et qu'on arrive à louer un logement, ça va passer, voilà, on va divorcer, les choses vont se faire d'une façon moins visible, disons. Donc, ces femmes, qu'est-ce qu'elles rencontrent dans la peur de partir, peut-être l'isolement, la difficulté financière Ce qu'on retrouve comme caractéristique d'une situation de violence conjugale, c'est ça. C'est l'isolement qui s'est construit petit à petit autour d'elle. Donc elle n'a plus d'amis, ou alors elle a des amis mais d'avant, et qu'elle n'a plus le droit de voir souvent, parce que le discours de l'auteur de violence va dénigrer tout ce qui est des amis, de la famille, donc petit à petit restreindre le champ des possibles. Et voilà, elle va s'isoler. Il y a la manque de confiance en soi quand on vit une situation sans arrêt où on est dégradé, rabaissé, on ne peut pas construire sa confiance en soi et faire référence à soi-même. Madame Gégant, nous allons prendre une petite respiration musicale dans ce sujet si difficile, et vous avez choisi un nocturne de Chopin. Vous êtes sur RCF Vaucluse, vous écoutez Vie de famille, et le thème de cette émission est la violence conjugale et la violence faite aux femmes. Et j'ai à mes côtés Marie-Claude Gégant et Alice Lévy. Nous étions avant la pause musicale en train d'évoquer donc le problème de la reconstruction de soi pour pouvoir prendre des décisions, notamment celle de partir. C'est ce qui est difficile. Oui, ce n'est pas qu'une difficulté d'argent qui fait qu'une femme va partir. C'est trouver la force. C'est trouver la force et surtout faire référence à c'est pas normal ce que je vis. C'est ça qu'elle doit se dire. C'est vivre une situation comme ça, c'est absolument pas normal. Que c'est puni par la loi. Qu'elle est dans son droit de mettre des choses en place pour sa sécurité et pour celle des enfants. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement qui peut être proposé à ces femmes, justement, parce que c'est pas inéluctable, on ne reste pas forcément dans cette situation, mais elles doivent prendre conscience que c'est plus possible de continuer comme ça. Donc, pour ces femmes-là, il y a un lieu d'accueil, notamment celui que vous animez. L'accueil de jour femmes départemental. Qui est à Carpentras, c'est ça ? Qui est à Carpentras, voilà. Qui s'est mis en place en 2012 et qui accueille des femmes sans rendez-vous, de 10h à 16h,
simplement parce qu'elles ont besoin de parler de certaines choses, donc elles peuvent venir. On a mis en place un accueil spécialisé. Jusqu'à présent, on recevait sur rendez-vous et sur permanence, et on s'aperçoit que cet accueil de jour spécialisé permet d'avancer davantage dans l'accompagnement de ces femmes et dans l'échange et la mise en place d'actions pour elles-mêmes. Combien de femmes vous recevez ? Environ 230, 250 par an, à peu près. C'est beaucoup. C'est un accompagnement, voilà. On remarque que la moitié, on la reçoit une fois dans l'année, quand on fait nos statistiques annuelles. La moitié du public à peu près vient une fois, et l'autre moitié vient 2, 3, 4, 10, 15 fois, des fois, selon le rythme et le besoin qu'elle a. Quels sont vos partenaires, Madame Lévy ? Alors justement, l'accueil de jour est donc un dispositif qui a été lancé nationalement et auquel Réseau a répondu et a mis en place ce dispositif pour compléter l'action de Réseau depuis plusieurs années, justement au service des femmes victimes de violences. Et donc l'accueil de jour est un dispositif de l'État que Réseau met en place. On travaille aussi également sur nos autres dispositifs avec d'autres partenaires. Les différentes villes où nous avons des lieux d'écoute. Donc Marie-Claude disait avant, en 2012, les femmes étaient reçues sur rendez-vous. Donc il y a des lieux d'écoute sur d'autres villes que Carpentras, donc sur Bolène, sur Sorgues, sur Orange. Si vous voulez, tout à l'heure, on pourra donner les horaires de ces permanences. De toute façon, on mettra sur le site de l'émission. Voilà, et vous pouvez toujours retourner sur le site de Réseau, rheso.fr, pour retrouver les dates d'ouverture de l'accueil de jour femmes victimes de violences conjugales et tous les lieux d'écoute sur les différentes villes du Vaucluse que fait Réseau. Et cet accueil spécialisé pour les femmes avec des professionnels qui écoutent ces femmes pour les accompagner. Et donc, parmi tous les dispositifs, on est aidé notamment également donc par les mairies, la région, le conseil général, le département, la CAF. Et vous arrivez à communiquer comment les femmes savent que vous existez ? C'est ce que j'allais dire. En fait, on est une antenne du 3919. Voilà. Le 3919 est un numéro national d'écoute des violences conjugales. Qui est centralisé sur Paris. Donc, c'est un numéro gratuit, 3919, vers lequel les femmes peuvent se tourner quand elles n'ont pas d'autres numéros. Et le 3919 va les renvoyer vers la structure la plus proche géographiquement de leur lieu où elles habitent. Donc, elles peuvent venir jusqu'à nous par ce biais-là. Ou par l'orientation de partenaires. Est-ce que des médecins vous envoient aussi ? Bien sûr, médecins, policiers, avocats. Travailleurs sociaux, avocats, voilà. Toute personne contactée avec les femmes victimes de violences. Et qui compose votre équipe ? Alors, sur le thème des violences conjugales, parce que Réseau est plus large que ça. Voilà, mais sur le thème des violences conjugales, donc il y a Marie-Claude qui est donc la coordinatrice du service et de toutes ces actions qui sont mises en place, et on a une forte équipe de bénévoles. Il y en a 6 qui assurent qui accompagnent les femmes et qui sont là présentes pour les lieux d'écoute, et un réseau de bénévoles autour qui soutient l'action et qui permet de diffuser l'information, de réfléchir à des nouvelles solutions, Ce sont des psychologues, ce sont des infirmières. Alors, c'est des professionnels de différents milieux qui ont été formés spécifiquement à l'écoute. D'accord. Les femmes victimes de violences, parce qu'on pratique une écoute spécifique. Bien sûr. C'est pas seulement une écoute, c'est une écoute active, c'est-à-dire on aide cette personne à prendre des décisions, déjà à prendre conscience de ce qu'elle vit, ensuite à prendre des décisions par rapport à sa situation. C'est elle qui va reconstruire sa vie, nous on sera là pour l'étayer. En étayage. Voilà. Et Réseau est d'ailleurs un organisme de formation. Réseau assure des formations pour les professionnels qui pourraient rentrer en contact avec qui le sont en général, rentre en contact avec des femmes victimes de violences, et donc Réseau est spécialisé dans la formation à l'écoute active des professionnels. Donc plusieurs formations sont faites au cours de l'année, notamment pour les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux. Sur le thème des violences conjugales. Voilà. Oui, qui est très spécifique en fait. Voilà. Et donc, il y a ces accueils. Est-ce que vous mettez en place aussi des ateliers ou des groupes de parole ? Oui, voilà, on a un atelier de communication parents-enfants, puisque
en plus du groupe de parole adressé aux femmes victimes de violences. Elles ont besoin de reprendre, se reconstruire, se connaître, échanger avec d'autres, donc ça reconstruit tout ça. Et depuis 2010, on mène un atelier de communication parents-enfants parce qu'on s'est aperçu que les enfants et les mères, donc, se retrouvent dans une situation des fois de communication un peu difficile et que cet atelier a l'objectif de ramener de la parole sur les choses de la vie du quotidien, des choses importantes, dire ce que l'on vit, expliquer aux enfants certaines choses, parler des violences, dire ce qui est permis, pas permis, voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a besoin d'aider ces chefs de famille à reprendre une position d'éducatrice et de manager dans cette situation familiale. Aussi, et d'autorité, ça veut dire être construite en soi, légitime de prendre cette autorité. C'est ça. Il faut c'est elle qui va apprendre à ses enfants, maintenant, quand elle a quitté cette situation de victime, elle se reconstruit et elle apprend à ses enfants comment fonctionner sans violence. Et comment la respecter, peut-être aussi. Et comment la respecter, bien sûr. Elle va remettre des repères pour ses enfants qui se sont construits avec la violence comme situation normale. Oui. Donc, elle va déconstruire ça et reprendre, essayer d'informer ses enfants sur comment on parle, comment on doit dire, comment apprendre la politesse, apprendre à respecter l'autre. Et c'est la non-violence qui doit à nouveau se mettre en place. Et c'est important pour eux dans leur vie future aussi. Bien sûr. Pour construire des vrais couples équilibrés. Bien sûr, puisque ces enfants, souvent aussi, ont besoin d'entendre dire qu'ils ne sont pas coupables de cette situation, ils ne sont pas responsables, et qu'ils sont aimés par les parents pour pouvoir reprendre aussi leur vie d'enfant. Peut-être aussi ont-ils rencontré l'impuissance de ne pas aider la maman. Oui, bien sûr. L'impuissance de rien pouvoir faire dans une situation où un enfant voit sa mère victime de violence physique, c'est très marquant pour un enfant. Donc, il pense qu'elle va mourir. Il est obnubilé par cette difficulté. Il ne peut pas se concentrer sur ses études ou simplement son travail d'école. Donc, il va lâcher un peu tout ce qui est de sa vie d'enfant pour se préoccuper de ce qui concerne sa mère, la protéger. Donc ça, c'est vraiment important de diffuser cette information. Donc, à l'issue donc, de cette émission, on va rappeler votre numéro de téléphone. Oui, donc le 3919, bien sûr, est ouvert pour toute la France et vous pouvez appeler n'importe... Je crois que c'est 24-24 quasiment. C'est de 8h à 22h. Voilà, donc vous pouvez appeler pour avoir une première écoute et ensuite vous pouvez nous appeler déjà à réseau, donc je vais redonner le numéro 04 90 60 36 84 pour avoir un contact avec Marie-Claude et l'équipe, mais aussi prendre rendez-vous ou savoir quand est-ce que vous pouvez vous rendre, soit à l'accueil du jour sur Carpentras, soit sur les différents lieux d'écoute sur le Vaucluse. Et je vous invite à aller sur le site internet pour retrouver ces informations sur l'ensemble de ces lieux, des horaires d'accueil et des jours d'ouverture des différents. Et le site, c'est réseau. www.réseau.fr. Merci à vous deux d'avoir été mes invités. Merci. À très bientôt.